Ils ont déjà décidé ce que vous pourrez acheter demain matin. Vous ne connaissez pas leur nom. Et pourtant, ce sont eux qui déterminent si votre monnaie vaudra encore quelque chose dans 6 mois. Aucun gouvernement ne peut les ignorer, aucun président ne leur résiste très longtemps, 190 pays obéissent, pas par choix, mais par nécessité. On les appelle le Fonds monétaire international, sauf que ce nom cache quelque chose de plus profond, une machine qui ne dort jamais, un système qui s'active précisément quand les nations s'effondrent. Exactement au moment où elles sont trop faibles pour refuser quoi que ce soit. Vous pensez qu'ils prêtent de l'argent? Erreur. Ils achètent des décisions. Car chaque prêt arrive avec une liste, une série d'exigences non négociables. Réduire les salaires publics, privatiser les ressources nationales, ouvrir les frontières économiques, supprimer les subventions alimentaires ou encore augmenter les impôts sur les plus pauvres. Vous croyez que c'est de l'aide? Non, c'est un contrat. Un contrat que personne ne lit vraiment avant de signer. Parce que quand votre pays brûle, vous signez n'importe quoi. L'Argentine, par exemple, l'a signé 22 fois. 22 fois, elle est revenue. Chaque fois plus endettée qu'avant. Un peu comme un junkie qui revient toujours chez son dealer. Le FMI le sait, il compte dessus. Mais d'où vient un tel pouvoir? Tout commence en 1944, à Bretton Woods, une simple station de ski dans le New Hampshire. 44 nations s'y réunissent. La guerre n'est pas encore terminée, mais les vainqueurs préparent déjà le monde d'après. Officiellement, ils créent un système pour stabiliser les monnaies, pour éviter une nouvelle dépression et reconstruire une Europe dévastée. Officieusement, ils installent un mécanisme de contrôle permanent. 2 institutions naissent ce jour-là, la Banque mondiale et le FMI, 2 sœurs jumelles. Même ADN, même mission cachée. La banque finance les infrastructures. Le FMI, lui, discipline les gouvernements. Mais la vraie question, c'est qui décide, qui vote, qui contrôle réellement. Les États-Unis possèdent 5% des droits de vote, ce qui est suffisant pour bloquer toute décision majeure. C'est un veto déguisé. Les Européens suivent avec 30%. Le reste du monde, de simples figurants. 190 pays membres, mais 5 pays décident. Le siège est à Washington, pas à Genève, pas à Bruxelles. Washington, à 2 pas de la Maison-Blanche. Coïncidence? Vous commencez à comprendre la logique. Le premier test arrive très vite, en 1956, avec la crise de Suez. L'Égypte nationalise le canal. La France et la Grande-Bretagne attaquent, pensant encore pouvoir contrôler le monde. Erreur fatale. Les États-Unis désapprouvent. Résultat, le FMI bloque immédiatement les crédits britanniques. La livre sterling s'effondre. Londres capitule en 3 semaines, Paris suite. Message reçu, l'ancien empire n'existe plus. Une nouvelle autorité dicte les règles. Les années 70 changent tout. Nixon rompt l'accord de Bretton Woods. Le dollar n'est plus convertible en or. Les monnaies se mettent à flotter. Le chaos menace. C'est là que le FMI trouve sa vraie raison d'être. Gérer les crises. Ou plutôt, les exploiter. Le Mexique annonce qu'il ne peut plus payer sa dette. C'est la panique mondiale. Les banques américaines sont exposées. Si le Mexique tombe, elles tombent avec lui. Le FMI intervient alors. Prêt d'urgence. Conditions drastiques. Le Mexique accepte. Il privatise Pemex, sa compagnie pétrolière nationale. Il ouvre son marché. Il réduit les dépenses sociales. Les banques américaines sont sauvées. Le peuple mexicain, lui, paie la facture. Ce modèle devient la norme. On l'appelle l'ajustement structurel. Un joli nom pour une thérapie de choc. L'Afrique subit le même traitement dans les années 80. 40 pays africains signent. Tous promettent la même chose. Austérité, privatisation, libéralisation. Les résultats? Catastrophiques. La pauvreté explose. Les services publics s'effondrent. Les multinationales rachètent tout. Eau, électricité, télécom, mines. Mais le FMI continue. Même recette. Même résultat. Et surtout, même indifférence. L'Asie résiste mieux. Jusqu'en 1997. La crise frappe d'abord la Thaïlande, puis l'Indonésie, la Corée du Sud, la Malaisie. Le FMI débarque avec ses milliards. Et ses conditions. La Corée doit licencier massivement, l'Indonésie doit éliminer les subventions alimentaires, le prix du riz triple du jour au lendemain, des émeutes éclatent. Le président Suharto tombe. Qui profite du chaos? Les fonds américains qui rachètent les entreprises coréennes à prix cassé. Samsung frôle la faillite. Hyundai survit de justesse. La Malaisie, elle, refuse le FMI. Son premier ministre Mahathir impose des contrôles de capitaux.
Une hérésie absolue selon Washington. Et pourtant, la Malaisie s'en sort mieux que ses voisins. Leçon apprise. On peut dire non, mais il faut en avoir les moyens. Puis l'Argentine finit par imploser, la pire crise de son histoire. 5 présidents en 2 semaines, les banques ferment, l'épargne est confisquée, les gens pillent les supermarchés. Le FMI était pourtant là depuis des années. Il supervisait tout. Il validait chaque réforme. Il certifiait que tout allait bien. Jusqu'au jour où tout s'effondre. Le FMI prête alors 57 milliards, record absolu à l'époque. Conditions habituelles, austérité maximale. L'Argentine coupe dans tout. Santé, éducation, retraite. Ça ne suffit pas. En 2002, Buenos Aires fait défaut. Le plus gros défaut souverain de l'histoire, le FMI perd 3 milliards. Mais l'Argentine survit. Elle négocie avec ses créanciers privés. Elle refuse certaines demandes du FMI et elle récupère progressivement. Autre leçon, le défaut n'est pas la fin du monde, c'est parfois le début de la solution. Et puis tout bascule. La crise des subprimes ravage Wall Street, les banques s'écroulent, l'économie mondiale vacille. Pour la première fois, ce ne sont pas les pays pauvres qui demandent de l'aide, ce sont les Européens. La Grèce d'abord, puis l'Irlande, le Portugal, l'Espagne menace, l'Italie tremble. Le FMI déploie 500 milliards d'euros. Avec la Troïka, Commission européenne, Banque centrale, FMI. Même stratégie qu'en Amérique latine. Austérité brutale. Privatisation massive. Réduction des retraites. La Grèce perd 25% de son PIB, le chômage atteint 27%. Les jeunes fuient par centaines de milliers. Les hôpitaux manquent de médicaments. Les suicides explosent. Mais la dette grecque, elle augmente. De 120% du PIB à 180%. Comment est-ce possible ? Comment soigner une dette par plus de dettes ? Parce que l'objectif n'a jamais été de sauver la Grèce, mais de sauver les banques françaises et allemandes qui lui avaient prêté. Si ce type d'analyse documentée et sans simplification vous intéresse, abonnez-vous maintenant. Ici, on ne raconte pas l'histoire, on la démonte. Regardez l'Ukraine. Guerre civile, Crimée annexée, économie en chute libre. Le FMI prête 17 milliards. Une exception rarissime, car on ne prête jamais à un pays en guerre. Trop risqué. Mais l'Ukraine est différente. Elle est géopolitique. Même traitement. Gel des salaires, augmentation des tarifs énergétiques, privatisation des terres agricoles. L'Ukraine possède 30% des terres noires mondiales, les plus fertiles de la planète. Qui rachète ces terres ? Des fonds d'investissement, américains, saoudiens, chinois. L'Ukraine devient une colonie agricole, officiellement indépendante, mais économiquement contrôlée. Arrive la pandémie, le monde s'arrête, les économies plongent. 85 pays demandent l'aide du FMI. Réponse rapide, 200 milliards déployés. Mais les conditionnalités reviennent vite. Dès 2020 et 1. Réformes structurelles, réduction des déficits, libéralisation des marchés. La crise sanitaire devient une opportunité. Pour imposer ce que les pays refusaient avant, l'Équateur doit supprimer les subventions sur le carburant, manifestations violentes, état d'urgence, mort dans la rue. Le Liban s'effondre totalement. Explosion au port. Monnaie dévaluée de 90%. Banques fermées, population affamée. Le FMI exige des réformes avant tout prêt, pendant que les gens meurent. Aujourd'hui, 190 pays sont membres. Mais 70 sont sous programme d'ajustement. 70 nations appliquent les directives du FMI. Le Pakistan vient de signer son 23e accord. Le Sri Lanka a fait faillite en 2022. Le Ghana négocie actuellement. L'Égypte dépend totalement des prêts FMI pour importer son blé. Tous suivent le même chemin. Dette, crise, prêts, conditions, plus de dettes, nouvelle crise. Un cycle sans fin. Mais au fond, qui contrôle l'institution ? Regardons les directeurs généraux. Depuis 1946, 13 directeurs, 12 Européens. Un Bulgare naturalisé français, aucun Africain. Aucun Asiatique, aucun Latino-Américain. Les États-Unis choisissent le président de la Banque mondiale. L'Europe choisit le directeur du FMI. C'est un accord tacite. Jamais écrit, mais toujours respecté. Christine Lagarde dirigeait le FMI. Aujourd'hui, elle préside la Banque centrale européenne, une porte tournante parfaite. Kristalina Georgieva la remplace. Bulgare, ancienne de la Banque mondiale. Le système se reproduit lui-même. Les économistes du FMI viennent des mêmes universités, Harvard, MIT, Chicago, Oxford. Même formation, même idéologie,
même vision du monde, il croit au marché libre, à la privatisation, à l'austérité, peu importe si ça ne fonctionne jamais. La théorie reste intacte. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie et ancien vice-président de la Banque mondiale, a quitté l'institution en dénonçant ces méthodes. Il appelle le FMI le nouveau colonialisme. Mais rien ne change. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 1980, les pays sous programme FMI ont une croissance inférieure à ceux qui refusent l'aide. Les inégalités augmentent plus vite. La pauvreté diminue moins. Pourtant, le système continue, parce qu'il ne vise pas la prospérité des nations. Il vise la stabilité du système financier global. C'est une nuance cruciale. Quand une banque occidentale prête à un pays émergent, elle prend un risque. Si le pays fait défaut, la banque perd tout. Le FMI est l'assurance. Il garantit que le pays remboursera. Même si sa population souffre, même si son économie meurt, les banques prêtent sans crainte. Les pays empruntent trop. La crise arrive. Le FMI intervient. Les banques récupèrent leur argent. Et le pays reste endetté. Qui gagne? Wall Street, la City, Francfort. Qui perd? Buenos Aires, Athènes, Nairobi, Islamabad. Le FMI n'est pas une institution d'aide. C'est un instrument de discipline. Mais l'ordre change. La Chine lance sa propre banque. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. 70 pays rejoignent, y compris des alliés américains. Les BRICS créent leur banque de développement, une alternative directe au FMI et à la Banque mondiale. Le yuan devient monnaie de réserve. Les échanges commerciaux contournent le dollar. Le monopole occidental se fissure. Le FMI réagit. Il intègre le yuan dans ses droits de tirage spéciaux. Il prête davantage à l'Afrique. Il parle de réformes. Mais la structure reste. Les quotas ne changent pas vraiment. Le pouvoir reste concentré. Aujourd'hui, votre pays emprunte peut être au FMI sans que vous le sachiez. Les gouvernements ne communiquent pas sur les conditionnalités. C'est trop embarrassant. Quand votre retraite baisse, quand les tarifs publics augmentent, quand l'hôpital ferme, c'est peu être écrit dans un accord FMI signé discrètement. Les parlements votent rarement sur ces accords. Considérés comme techniques, ils sont laissés au ministre des Finances. Pourtant, ces accords transforment des sociétés entières. Ils décident qui mange et qui meurt de faim, qui a accès aux soins et qui reste malade, qui trouve un emploi et qui émigre. Le FMI affirme avoir appris de ses erreurs. Il parle maintenant d'inclusion sociale, de croissance durable, de lutte contre les inégalités. Les mots changent, mais les programmes restent identiques. Sri Lanka 2022. Faillite totale. Files interminables pour l'essence. Coupure d'électricité quotidienne. Pénuries alimentaires. Président renversé. Le FMI arrive avec 3 milliards. Conditions: augmenter les impôts, réduire les dépenses publiques, privatiser les entreprises d'État. Exactement ce qui a causé la crise. Mais le Sri Lanka n'a pas le choix. Sans argent frais, il ne peut rien importer. Ni nourriture, ni médicaments, ni carburant. Le piège est parfait. Le système s'auto-alimente. Demain, ce sera peu être votre pays. Une crise financière, un défaut obligataire, une fuite des capitaux, une monnaie qui s'effondre. Le FMI sonnera à la porte. Avec ces milliards et ces conditions, votre gouvernement acceptera, parce qu'il n'aura pas le choix, parce que les marchés exigeront des réformes sérieuses, parce que les agences de notation menaceront. Et vous découvrirez que la souveraineté nationale est négociable. 104, 20, 10 pays obéissent. Pas parce qu'ils aiment obéir, mais parce que le système est construit pour qu'ils n'aient jamais vraiment le choix. On vous dit que c'est de l'aide internationale, de la coopération mondiale, de la solidarité entre nations. Mais regardez qui décide, regardez qui profite, regardez qui paie. Le FMI contrôle 190 pays, pas avec des tanks, pas avec des bombes, avec des contrats que personne ne peut refuser. La question n'est pas de savoir s'ils sont puissants. La question est, pourquoi vous ne le saviez pas avant aujourd'hui? Si cette vidéo vous a fait voir le FMI autrement, laissez un j'aime. Dites en commentaire ce que cette révélation vous inspire. Et abonnez-vous, car ce qui arrive remettra encore plus de certitude en question.